Salut Solène, Bonjour Iris. bonjour. Je suis vraiment heureuse aujourd'hui de m'entretenir avec Solène Pignet, qui a fondé Creators for Good, dont la mission est d'accompagner les entrepreneurs qui changent le monde à vivre sereinement de leur activité. Elle l'a fondée et développée avec son équipe entre 2014 et 2023. Et aujourd'hui, après son second congé mat, elle a fait un pivot et lance une nouvelle activité qui s'appelle Grossesse d'entrepreneuse. C'est un podcast, des contenus et une formation en ligne qui va arriver début 2024 et qui permet aux entrepreneuses d'aborder sereinement cette merveilleuse période de la maternité. Et ceci dit, une période qui nous fait quand même nous poser beaucoup de questions à nous, entrepreneurs. Et c'est vrai que Solène, elle me donne envie de faire un autre bébé pour suivre son accompagnement, tellement il a l'air génial. Oui, ouais. Je suis intervenue avec Solène dans son nouveau podcast et j'apprécie vraiment sa capacité à faire évoluer son activité en fonction de ses besoins, de ses aspirations et toujours avec un très, très grand professionnalisme. Donc, merci Solène d'être là aujourd'hui pour cette interview. Merci beaucoup, puis merci pour cette super intro. Avec plaisir. Alors, pour commencer, je te propose de me dire dans tes mots, que moi, c'était mes mots à moi, mais dans tes mots, qui es-tu? Donc oui, je suis Solène, je suis française, j'ai grandi en région parisienne et puis je suis aussi expatriée depuis une dizaine d'années. Euh, J'habite en ce moment à Istanbul en Turquie avec mon mari et mes deux enfants. Ce que tu le disais dans ton intro, voilà, j'ai eu un deuxième bébé il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc ça c'est plus pour la partie un peu perso. Et puis côté pro, effectivement, voilà, je suis entrepreneuse depuis 9 ans. Et pendant 9 ans, j'ai mené à bien une activité de conseil pour aider des entrepreneurs à impact positif. Et là, voilà, je me lance dans une nouvelle aventure. Bien. Alors, tu sais, on a déjà échangé à ce sujet. La question du sens est vraiment centrale pour moi. Je voudrais donc savoir quels ont été les leviers de motivation au moment de te lancer dans l'entrepreneuriat. Et est-ce que tu avais un why? Est-ce que tu avais une vision qui était très précise? Je pense qu'effectivement, pour moi aussi, la question du sens, elle est centrale et c'était justement si ce n'est le levier de motivation principal qui m'a voilà, poussé à me lancer dans l'entrepreneuriat. Moi, j'étais salariée et j'avais jamais envisagé d'entreprendre. Pour moi, un entrepreneur, c'était voilà, un homme de plus de 40 ans avec les cheveux grisonnants, un grand réseau. Qui faisait des levées de fonds, qui avait une idée en or. Enfin, voilà, je me faisais comme ça une idée, ou alors quelqu'un qui reprenait la boîte de. D'ailleurs, dans l'école de commerce que j'ai fait, il y avait une filière entrepreneur, mais la plupart, c'était que des gens qui reprenaient la boîte des parents, en fait. Ouais. Et bref, je m'étais vraiment jamais penchée sur cette option, mais j'ai fait un burn-out dans mon dernier poste. Et donc, c'était vital pour moi de partir, de quitter le salariat. Et comme j'étais déjà expatriée à l'époque, donc j'habitais déjà à Istanbul, j'avais pas de permis de travail et c'était compliqué pour moi de retrouver un autre travail salarié. Et donc, voilà, je suis arrivée dans l'entrepreneuriat un petit peu par défaut, entre guillemets. Mais ce qui m'a vraiment motivée, c'est de me dire, bah, au moins, certes, ouais, ça fait peur, je ne l'ai jamais envisagé, est-ce que ça va marcher, etc., etc. Mais au moins, s'il y avait une chose qui me motivait, c'était la possibilité en fait de mettre mes valeurs au cœur voilà, de mon activité professionnelle. Pour la petite histoire, moi j'avais fait un master en développement durable, mais j'avais jamais vraiment pu appliquer euh, voilà, mes convictions dans mon travail, faute de, voilà, faute de compréhension de ce que ça pouvait apporter de la part des équipes dirigeantes. Mm. Et du coup, je me suis dit, bon, je quitte le salariat, j'ai trop peur de me lancer, mais au moins, je vais pouvoir faire quelque chose d'aligné avec mes valeurs. Ok. Est-ce que tu avais formulé un why? Tu sais, on dit toujours, ah, c'est bien d'avoir sa mission, de l'avoir écrite, etc. Tu l'avais ça ou pas? En fait, j'ai fait un coaching pour lancer dans l'entrepreneuriat parce que, comme je te le Mm. disais, j'avais hyper peur. J'avais plein de croyances aussi à dépasser pour pouvoir mettre ça
en action. Et effectivement, on avait travaillé une mission. Alors là, je ne l'ai plus du tout en tête, je t'avoue, mais je sais que c'était oui, quelque chose qui m'avait aidée. Et puis surtout au tout début, quand il faut communiquer et convaincre autour de soi, le fait de travailler un petit peu, que ce soit clair pour soi, ça aide aussi à clarifier ses propos et à pas bafouiller quand on est en face de partenaires potentiels, de prospects ou d'autres parties prenantes. Mmh. Tu t'es tout de suite considérée comme entrepreneur? Écoute, oui, ouais, il y en avait qui m'appelaient freelance, mais pour moi, quelqu'un qui est freelance, il intervient enfin, pour 2, 3 entreprises et il se plie en fait à leurs demandes, entre guillemets. Alors que moi, j'ai créé des services et c'était à mes clients de rentrer dans mon cadre. Et surtout, dès le départ, le modèle économique permettait d'avoir une dizaine, une quinzaine de clients en parallèle, alors qu'un freelance, en général, il a deux, trois projets Mmh. max. Donc oui, je me suis toujours considérée comme entrepreneuse. J'ai pas eu de... Enfin, entrepreneur, je disais entrepreneur à l'époque, puis plus tard, je me suis rendu compte que même, parce qu'il y a tout le débat de l'écriture inclusive en ce moment, mais même dans le dictionnaire, en fait, le vrai mot, c'est entrepreneuse. Alors que, tu vois, dans les recherches Google, par exemple, ou, parce que je me suis renseignée sur le sujet en termes de référencement. Et en fait, là, voilà, il y a beaucoup de gens qui utilisent entrepreneur et j'étais la première à le faire aussi. Mais le vrai mot, c'est entrepreneuse. Eh bien, merci pour cette leçon-là. Du coup, j'en ressors déjà avec des nouvelles connaissances. Trop bien. J'aurais pas à chercher sur Google. Euh, Merci Solène. Est-ce que tu dirais, du coup, que tes motivations, elles ont changé avec l'évolution de ton business et de ta vie? Alors, faire quelque chose enfin, voilà, en lien avec le développement durable, ou en tout cas qui a un impact positif, faire quelque chose d'engagé, aligné avec mes valeurs, ça, voilà, ça n'a pas changé. Par contre, il y a une valeur qui s'est beaucoup développée à travers mon entrepreneuriat et qui aujourd'hui a pris la place presque, ou qui est devenue le centre de mon engagement au-delà du développement durable, c'est le féminisme. Moi, quand je me suis lancée, sans trop m'en rendre compte, mais c'est vrai que j'étais, comment? Je pense que j'étais déjà féministe, mais j'avais j'étais quand même empreinte de patriarcat parce que, comme tout le monde, j'ai grandi dans un monde patriarcal, j'ai exercé ma profession dans un monde patriarcal. Et tu vois, par exemple, la coach qui m'avait accompagnée m'avait suggéré de m'adresser principalement, si ce n'est exclusivement, aux femmes entrepreneurs ou entrepreneuses. Et j'avais refusé, enfin, je me rappelle que ça m'avait pas trop parlé en me disant, maintenant, j'ai pas envie de faire un truc de fille, c'est nul. Et déjà, dire Hmm. les trucs de filles, c'est nul. Bon, c'est Il pas y a très peut-être quelque féministe. chose qui... Mais voilà, au fur et à mesure des années, il s'est trouvé que ma clientèle était principalement féminine. Donc, il a bien fallu que je me rende à l'évidence qu'effectivement, il y avait une connexion, une fluidité qui était plus évidente. Les enjeux des femmes entrepreneuses sont différents de celles des entrepreneurs masculins. Euh, Notamment, et ça, je sais que c'est voilà, quelque chose que tu travailles beaucoup toi aussi sur les enjeux de confiance en soi, d'estime, etc. La relation à l'argent est une grosse problématique et je me suis même formée sur la question parce que moi, c'est quelque chose que j'ai dû beaucoup travailler et j'avais envie de pouvoir aussi aider les clientes que j'accompagnais à travailler sur ce sujet-là particulier. Et puis, au cours tu vois, de mes 9 années à accompagner des femmes entrepreneurs, j'ai quand même été témoin de situations un peu dures, de femmes qui étaient quittées par leur mari parce qu'elles se lançaient dans quelque chose qui leur plaisait. Tout d'un coup, elles s'épanouissaient. Et puis, en Hmm. fait, du coup, ça clashait dans leur couple, ce qui est quand même hyper triste, quoi. C'était en couple avec quelqu'un, de savoir que quand toi, tu t'épanouis, l'autre... s'éteint, c'est quand même, Ouais. voilà, c'est super triste. C'était surtout des femmes qui avaient plutôt une cinquantaine d'années, tu vois, après que les enfants soient partis du nid, mais j'ai eu plusieurs cas d'affilée et tu vois, ça m'a remonté voilà, contre ce phénomène presque. Parce qu'en plus, du coup, elle se retrouvait maman solo, à devoir reprendre un appart toute seule et tout. Donc, l'entrepreneuriat, c'était plus possible parce que t'as pas un assez bon dossier pour être locataire ou bref, pour faire un prêt. Enfin, donc, ouais, voilà, j'ai été témoin de situations comme ça.
et ça a vraiment voilà, renforcé mes valeurs féministes. Et je me suis de plus en plus engagée pardon, sur le fait d'accompagner exclusivement des femmes entrepreneuses et de développer des services qui soient ajustés et adaptés à leurs enjeux, parce que l'écosystème entrepreneurial est aussi hyper masculin, sans s'en rendre compte et sans, voilà, encore une fois, on est imbibé de patriarcat, donc voilà, on ne s'en rend même pas compte, mais rien que le fait que la plupart tu vois, des accompagnements te demandent de pitcher ton projet au début, il y a une espèce de compétition. En fait, en Mm. tant que femme qui n'a pas confiance en elle, bah, c'est une énorme barrière à l'entrée. Donc après, on se pose la question de pourquoi il n'y a que 2% des financements qui vont vers les femmes entrepreneuses. Bah, ouais, en fait, c'est parce qu'on est voilà, dans un écosystème patriarcal et entrepreneuriat y compris. Et qu'on est éduqué aussi pas mal comme ça. Donc ça, c'est une valeur, le féminisme, qui finalement n'était quasiment pas présente ou en tout cas inconsciente au début et qui a été mise en lumière au fur et à mesure de ton aventure entrepreneuriale, c'est ça? Bah, disons qu'en théorie, j'étais féministe. Si on me demandait est-ce que tu es Ouais. féministe ou est-ce que tu es pour l'égalité femmes-hommes, je répondais oui, évidemment. Mm. Mais dans les faits, c'est un peu comme, tu sais, le racisme. On dit non, je suis pas raciste. Et puis en fait, bah, non, je suis pas raciste, j'ai un copain noir. Bah oui, non, c'est bien, justement. Ça, c'est la pire Ouais, phrase, tu vois. ouais, c'est Donc clair. voilà, J'ai c'était... mon quota. c'est ça. Donc oui, j'étais féministe sur le papier, mais en fait, j'étais vraiment empreinte de patriarcat. J'ai grandi avec deux frères, et puis quand mes parents se sont séparés, c'est ma maman qui est partie du foyer, donc j'étais avec trois mecs à la maison. Et puis moi, je regardais Dragon Ball Z quand j'étais petite parce que Sailor Moon, c'était naze, parce que c'était pour les filles. Enfin, j'ai vraiment Mm. grandi comme ça, ou même quand j'ai fait mes études. Au départ, voilà, j'ai fait une fac infocom. Il y avait beaucoup de filles. J'étais là, oh non, tu vois, j'aimais pas les ambiances de filles. Enfin, ouais, voilà, en fait, j'avais plein de. Voilà, j'étais pleine je sais pas D'optimisme. comment Ouais. ouais, ouais, l'appeler. Et finalement, pour avoir évolué maintenant dans un milieu très féminin voilà, de l'entrepreneuriat des femmes, bah, j'adore. Je trouve que les relations qu'on tisse, la sororité, la sincérité qu'il peut y avoir dans les échanges, la fluidité aussi, et puis le fait voilà, sans trop se parler, on se comprend. Enfin, il y a plein de choses qui font que aujourd'hui, pour rien au monde, je repartirai dans un fonctionnement patriarcal qui demande en fait, un peu de se transformer, de mettre un masque. Tu vois, j'étais pas vraiment moi-même dans le monde salariat parce que il fallait enfin, je pensais qu'il fallait que, et je pense que c'était comme ça que je réussissais aussi. On se travestit un peu, en fait, en tant que femme. On fait le mec, quoi, pour, tu vois, si on a envie d'être ambitieux, d'être promu et tout. Moi, j'avais une belle première carrière et, et c'était, voilà, en adoptant, en fait, des Mm. mécanismes masculins. Mais comme je te disais, j'ai fait un burn-out. Donc, en fait, ça vient aussi de là. Ça vient d'un mode de fonctionnement qui n'était pas adapté à mon être. Ouais. Et ça, dans certains courants psychologiques, ça s'appelle le faux self. C'est ces masques qu'on se construit, qui deviennent finalement notre personnalité. Et souvent, il y a des burn-out ou il y a des grosses remises en question. Avant, c'était la crise de la cinquantaine, mais maintenant, ça se fait de plus en plus tôt parce qu'en fait, on se rend compte que ce faux self, il n'est pas adapté à qui on est profondément. Et ces masques et ces carapaces qu'on s'est construites, ben, on a envie maintenant de les enlever, alors qu'à un moment, elles nous ont servi dans notre développement. Elles nous ont servi à nous adapter au monde et qu'en fait, aujourd'hui, peut-être qu'on n'a plus besoin de ces masques-là et que surtout, on a besoin de s'en défaire pour aller vers une plus grande authenticité et faire vraiment ce qui nous tient à cœur, quoi. Donc, ça me parle beaucoup de ce que tu dis. Euh, tu as parlé tout à l'heure d'estime de soi, de confiance en soi qui était très propre aux entrepreneurs que tu accompagnais. Est-ce que ces entrepreneurs for good, tels que tu as accompagnés jusqu'à présent et d'ailleurs qui vont continuer à être ta cible finalement, est-ce qu'elles ont d'autres problématiques spécifiques?
J'ai évoqué un petit peu le sujet de l'argent, ça c'est clairement une Mm. problématique spécifique parce qu'il y a cette croyance, là aussi patriarcale, que éthique ou faire le bien autour de soi et argent seraient antinomiques. Et donc, quand on se lance en fait dans une activité entrepreneuriale qui a pour but d'avoir un impact positif en vendant des services ou des produits, même si sur le papier ou en théorie, voilà, on trouve son idée plutôt, enfin, elle est plutôt cohérente et qu'elle fait sens, dans la pratique, il peut y avoir des boucliers inconscients qui se lèvent à l'idée d'être payé pour quelque chose qu'on aime faire et qui en plus fait du bien aux autres ou à la planète. Et donc, c'est intéressant et c'est important en fait d'aller creuser pour lever ces blocages et faire en sorte qu'on n'auto-sabote pas finalement le développement de son activité. Euh, Quelque chose de très concret, c'est par exemple quand je pose la question de quel est ton objectif financier ou combien d'argent tu souhaites gagner, très souvent, quel que soit le montant d'ailleurs, la personne va le formuler, la personne qui a voilà, quelque chose à travailler au niveau de sa relation à l'argent, va essayer de minimiser en disant oh, mais moi, pas grand-chose me suffit, tant par mois ou tant par année. Quand il y a un chiffre, parce que c'est même Mm. rare en fait. Et donc, il y a voilà, cette idée que on va pas, enfin, voilà, on va essayer de gagner pas trop d'argent en développant son activité. Et en fait, ça, c'est un énorme caillou dans la chaussure parce que plus l'activité va générer du chiffre d'affaires, plus on va pouvoir déléguer, s'entourer, se former, voilà, payer des super outils, je sais pas, faire connaître son activité de manière plus grande. Et en fait, plus on va avoir de l'impact. Et donc, voilà, il y a cette dimension-là financière qui est vraiment importante voilà, à, à prendre en compte. Il y a un truc que j'ai observé aussi, c'est que quand on a un business à impact, quand on a en Mhm. tout cas une mission qui nous dépasse et qui permet de contribuer aux autres et au monde, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu expérimenter et observer pour moi, c'est que j'étais tellement focus sur l'impact que ça allait apporter aux autres, et c'était ça un peu ma raison d'entreprendre, qu'en fait, j'avais omis de m'autoriser à ce que ma réussite, avec ma propre définition évidemment, elle soit aussi personnelle pour moi. Tu vois, il y avait un peu Mhm. un espèce de truc où je me disais, oui, il faut absolument que je réussisse pour les autres. Mais en fait, il y avait ce truc de, en fait, moi aussi, j'ai le droit de réussir pour moi, pour créer mon environnement, l'environnement dans lequel j'ai envie d'évoluer, le rythme de travail auquel j'aspire, etc. Et je trouve qu'il y a vraiment ce sujet que j'ai aussi observé autour de moi de, en fait, oui, j'ai envie de contribuer, mais en fait, c'est OK d'avoir envie de réussir pour soi. Mhm. Tu t'as observé ça aussi? Ouais, ouais, tout à fait. Il y a ce sentiment qu'il faut se sacrifier pour sa cause ou se sacrifier pour son business. Euh, et alors qu'encore une fois, c'est un énorme caillou dans la chaussure parce que ça nous empêche d'exploiter notre plein potentiel et puis d'aller Mm. voilà, d'aller vers des résultats qui sont beaucoup plus importants aussi. Ouais. Et du coup, estime de soi, confiance en soi, rapport à l'argent, s'autoriser à aussi s'engager dans sa propre réussite. Est-ce que toi, c'est des sujets auxquels tu t'es confronté et comment peut-être tu les as surmontés pour pouvoir justement accélérer ton business? Mhm. Alors, tout ce qui touche à la confiance en soi, plus confiance d'ailleurs que estime. J'ai plutôt toujours une assez bonne estime personnelle, mais confiance, ça c'était vraiment au moment de mon lancement. Et ce qui m'a aidé, c'est de voir des exemples en fait de personnes qui me ressemblent et qui avaient réussi. Enfin, ou en tout cas, Mm. qui en étaient là où moi j'avais envie d'aller. Parce que du coup, voilà, ça aide à se projeter et on se dit, bon, bah, si elle et machin chose, ils sont arrivés, pourquoi pas moi. Mm. Le rapport à l'argent, pour le coup, ça c'est quelque chose que j'ai dû travailler de manière un peu plus poussée. Parce que dans mon ancien travail, en fait, j'avais un rôle de développement commercial. Enfin, c'était une des casquettes que j'avais.
Et j'avais eu plutôt des assez bons résultats, tu vois, en termes de vente. Donc, quand je me suis lancée, enfin, voilà, je n'ai pas pensé que ça allait être une difficulté. Retrouvé en face de mon premier prospect avec du coup pour mission de lui vendre mon package. J'ai complètement paniqué et je lui ai quasiment raccroché au nez. Enfin, j'ai dit un truc du genre parce qu'à un moment il a posé la question, mais du coup toi qu'est-ce que tu pourrais faire pour moi, enfin voilà, je sais plus exactement comment il l'avait formulé, mais moi j'ai répondu un truc du genre bah tout est expliqué sur mon site internet, voilà, merci, au revoir. Je lui ai raccroché au nez. Enfin, c'était Skype à l'époque, mais du coup, j'ai fermé l'ordinateur. Et je me suis dit, aïe, il va y avoir un problème parce que moi, il faut que je vende. Parce qu'en gros, j'avais pas le droit au chômage. J'avais pas le droit non plus à des prêts ou enfin, voilà, des aides qui peuvent exister. J'avais 1 an d'économie pour payer mon loyer et remplir mon frigo de carottes et de pâtes. Et il fallait que ça marche en fait. Sinon, c'était retour en France sur le canapé de papa ou de maman. Donc je me suis dit, oulala, il faut absolument que j'arrive à vendre mes services et vite. Donc, voilà, je me suis fait accompagner sur la relation à l'argent. Et puis, voilà, on a levé certains blocages que j'avais. Et notamment, et ça m'avait beaucoup étonnée, mais au final, c'est ce qui a vraiment débloqué la situation. Euh, Par rapport à mon conjoint, en fait, qui est devenu mon mari plus tard. L'idée de gagner plus d'argent que lui, puisque même si le chiffre d'affaires que j'avais développé, ce n'était pas forcément que mon salaire, mais enfin, voilà, au début, c'est quand même principalement ça. Et en fait, de viser un chiffre d'affaires qui était plus haut que le salaire que lui gagnait, inconsciemment, en fait, j'avais une peur. Alors que j'ai grandi dans une famille où ma mère a gagné plus que mon père, mais ils ont divorcé quand même à un moment donné. C'était pas du tout pour ce sujet-là. Mais je Ouais. pense que ouais, ça a laissé une empreinte. Et puis, encore une fois, société patriarcale. Voilà, en tant que fille, t'as pas envie de outshine ton mec. Enfin, je sais pas, il y avait un truc comme ça. Même si j'y croyais pas en théorie, dans le fond, voilà, j'étais quand Mm. même imprégnée de ça. Et le fait d'identifier ce potentiel blocage et de lui en parler, en fait, de lui dire, bah voilà, l'an prochain, j'aimerais viser tel niveau de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que tu en penses? Il m'a dit, ah, mais c'est génial, on pourrait s'acheter ci, on pourrait s'acheter, il avait plein d'idées. Et Mm. j'ai senti en fait qu'il avait aucune gêne par rapport au fait que ça représentait une somme plus importante que son salaire à lui. Et ça m'a complètement libérée. Et derrière, j'ai fait plein de ventes. J'ai même eu un record de ventes dans mon activité après ce dîner au restaurant-là avec lui. Donc, comme quoi, Non, mais voilà, bien, parfois, il hein. y a des choses. Voilà, il y a des choses qui sont totalement inconscientes. Et encore une fois, en théorie, j'adhérais pas du tout à l'idée que en tant que femme, il ne faut pas trop gagner parce que sinon, quand même, les pauvres mecs, ils vont se sentir pas bien à nos côtés. Mm. Mais voilà, inconsciemment, ça semblait jouer puisque dès que j'ai dénoué cette peur inconsciente-là, tout s'est débloqué. Ouais, c'est essentiel ce que tu dis entre la distinction que tu fais entre ce qu'on se dit et je me dis, ah bah tiens, pour moi, c'est pas un problème, etc. Mais qu'on ressent. Et en fait, l'argent, quand tu travailles sur l'argent, tu te rends compte que c'est très émotionnel et qu'il y a une charge positive ou une charge négative qui sont associées à l'argent et qu'en fait, ça passe pas par le cerveau. Ça passe par Mhm. l'intégration et la transformation quelque part de cette charge émotionnelle et de rééquilibrage de la balance pour pouvoir justement créer les résultats qui sont importants pour nous et vers lesquels on a envie d'aller. Et ça se passe pas en fait toujours au niveau du mental. Au contraire, si on se dit mais non, moi il y a pas y a pas de problème, moins on va rapidement déverrouiller et libérer ces charges-là qui sont internes. Ouais, d'où le fait d'avoir aussi une aide extérieure, quelle que soit la forme, ça peut être un livre, tu vois, parce que parfois, je sais qu'il y a des gens qui disent, bah oui, mais moi, j'ai pas les moyens de. Un livre, ça coûte vraiment pas grand-chose. Ouais. Quelque chose en collectif, voilà, quelques séances de coaching, ou même les énergéticiens, énergéticiennes, ils peuvent Mm. vraiment aider à lever ce genre de blocage. Moi, j'avais intégré une énergéticienne à l'équipe qui accompagnait mes clientes pour justement Trop bien. lever des blocages un peu c'est pas facilement, mais en tout cas rapidement. Et, ça peut vraiment aider. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir soi-même et c'est OK, quoi. Et c'est OK de s'entourer.
Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué chez les femmes qui entreprennent, euh, cette, euh, cette injonction à faire toute seule comme une grande. Il y a ce truc de je vais réussir par moi-même. Il y a plus de femmes entrepreneuses qui sont solo entrepreneuses aussi parce qu'elles se disent bah, je vais me débrouiller, quoi. C'est bon, je peux tout faire. Mm. Alors que là encore, caillou dans la chaussure, on se met des bâtons dans les roues à nous toutes seules quoi, en pensant comme ça que on peut y arriver toute seule. Oui, on peut avoir une entreprise à laquelle enfin, pardon, dont on est la directrice ou la fondatrice ou voilà. Mais on a forcément des zones d'ombre, on a forcément des angles morts. Et c'est hyper important de pouvoir s'entourer parce que sinon on bloque son développement en fait. Ouais. Et je l'observe aussi chez les hommes. Ils se disent, qui peuvent se dire, enfin, je fais un raccourci, mais qui peuvent se dire, ah, mais moi je suis un bonhomme, il faut que j'ai tout tenté avant de demander de l'aide. Donc ce truc de demander de l'aide chez les hommes, c'est aussi un vrai frein. Donc tu vois, finalement, homme-femme, Ouais, on c'est se vrai. rejoint sur plein d'endroits, ouais, bien sûr. Et tout ça, ça me fait avoir envie de réaffirmer cette conviction que j'ai, qui est celle de dire que pour moi, l'évolution et la réussite d'un business, elle passe par l'évolution de son dirigeant. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, je suis 100% d'accord. Moi, Mm. j'aime bien dire que l'entrepreneuriat, c'est le meilleur chemin de développement personnel qui existe parce qu'on a Ouais. besoin de travailler sur soi, on est la locomotive de notre activité. Mm. Quand bien même on s'entoure et on a des gens pour nous aider sur différentes choses, on reste le moteur. Et le moteur, il faut qu'il tourne et il faut voilà, qu'il aille bien pour que l'activité aille bien. Et effectivement, voilà, ça demande de travailler sur soi, de se remettre en question, d'aller gratter des choses qu'on n'a pas envie de gratter, des croyances qu'on n'a pas envie de, voilà, sur lesquelles on n'a pas envie de se pencher, mais qui, au final, nous libèrent en fait et nous permettent bah, d'aller plus loin, plus haut. Et quand on a une activité à impact positif, en plus, bah, du coup, c'est aussi l'impact qu'on va avoir qui va s'en voir décuplé. Ouais. Et pour aller plus en profondeur sur ce sujet, est-ce qu'il y a des moments charnières dans ton aventure entrepreneuriale ou est-ce qu'il y a des grands défis, peut-être internes, justement, quand tu disais, moi j'avais l'image d'ouvrir une boîte et d'aller regarder, tu sais, au fond d'un sac à main où c'est tout le bordel et puis tu as quand même besoin de trouver un truc. Est-ce qu'il y a des grands défis que tu as surmontés et qui ont eu vraiment un impact déterminant sur ton business? À part le sujet de l'argent que tu as beaucoup développé, est-ce qu'il y a d'autres choses ou pas? Bah, tout de suite, je pense à ma première grossesse, justement, qui Hmm. plus tard voilà, me donnera envie de créer une activité en lien avec ce sujet. Mais moi, ma première grossesse, elle ne s'est pas du tout passée comme prévu, hein, comme je l'avais envisagé, puisque j'ai été hyper malade et j'ai souffert d'une pathologie hyper handicapante. J'étais alitée quasiment tout le temps, hospitalisée plusieurs fois, enfin, un bonheur. Et moi qui avais hyper peur de ralentir mon activité pendant le congé maternité, là, non seulement il fallait que je ralentisse pendant le congé, mais aussi pendant la grossesse. Et puis Tout pareil par potentiellement ici. après, pourquoi pas, hein. Ouais. Donc, et franchement, sur le coup, ça a été dur à vivre. Et j'ai eu peur, en fait, de tomber en dépression à cause voilà, du fait que mon corps ne pouvait plus suivre, en fait. Et ça, c'est dur à vivre quand on n'a jamais connu de pathologie ou été spécialement malade avant. Euh, Encore une fois, voilà, c'était la surprise, je m'y attendais pas. C'était petit cadeau mal emballé de l'univers. Tadam! Ouais. Et donc, ouais, c'était une période super, super difficile. J'ai dû mettre fin à certains projets. J'ai dû arrêter des collaborations. La seule chose que j'ai gardée, c'était les clients qui étaient déjà en accompagnement avec moi, parce que ça me permettait d'avoir 4-5 rendez-vous par semaine et de justement pouvoir quand même garder une petite activité intellectuelle et pas juste de me morfondre dans mon lit, parce que si j'avais été salariée, on m'aurait arrêté et interdit de bosser. Et là, clairement, c'est sûr que je serais tombée en dépression. Mais bon, j'étais super contente d'être entrepreneuse, justement pour pouvoir ajuster mon emploi du temps, qui ressemblait plus à grand-chose d'ailleurs, mais bon, bref. Voilà, pour pouvoir aller au bout des prestations que j'avais promises et vendues.
Et puis juste pour moi, quoi, pour avoir un truc à faire qui soit pas dans le corps. Mm. Donc, euh, donc voilà, ça a été une parenthèse en fait voilà, qui m'a confrontée en fait à mes limites aussi. Euh, et puis pendant cette période-là, m'est venue l'idée d'écrire un livre parce que c'était quelque chose que j'avais envisagé depuis longtemps. Moi, j'adore lire. Et puis, quand je me suis lancée, en fait, j'avais vu une webconférence de quelqu'un qui accompagnait les entrepreneurs à écrire des livres pour faire la promo de leur business et puis pour partager plus largement leur message. Ça m'avait vachement parlé, mais je me disais, oui, bon, là, je me lance, j'ai eu 3 clients et demi, je vais peut-être pas écrire un livre. Je manquais un peu d'expérience, d'expertise. Et puis, au bout de 4 5 ans, l'expérience et l'expertise, je l'avais, mais le temps, je l'avais plus, en fait. Bah, voilà, j'étais à fond les ballons. Et donc, ce ralentissement forcé, ça a ouvert une fenêtre d'opportunité. Je me suis dit, bah, un livre, je peux l'écrire depuis le fin fond de mon lit, entre deux vomitos. Parce que, voilà, en gros, la pathologie que j'avais, c'était que je vomissais à longueur de journée pendant 9 mois et pas juste au premier trimestre. Ah là là. Et donc, voilà, petit paragraphe par petit paragraphe, page par page, j'ai écrit un livre et ça me permettait en fait d'avoir un projet ambitieux au service de mon business. Alors certes, voilà, ça n'amenait pas de chiffre d'affaires et en tout cas pas à court terme, mais voilà, ça me permettait moi de garder la tête hors de l'eau et de me dire, bon, bah voilà, mon activité, certes, elle en souffre, mais elle va pas non plus, enfin voilà, je peux quand même faire quelque Mm. chose d'autre, de différent de ce que voilà, j'aurais fait pendant ma grossesse si j'avais pas été malade. Et en fait, après ma grossesse, j'ai trouvé assez facilement un éditeur. Et quand le livre est sorti, ça m'a donné l'impulsion d'organiser un premier sommet en ligne. Et en fait, après ça, mon activité, elle a explosé, quoi. Je croulais sous les demandes. J'ai dû mettre sur liste d'attente pendant plusieurs mois d'affilée. Ça m'était déjà arrivé d'être à pleine capacité, mais jamais plusieurs mois d'affilée, liste d'attente, long comme le bras, à se dire, bah, désolé, je peux pas prendre plus. Et Ouais. du coup, de vite embaucher, de vite former d'autres gens tu vois, pour que l'équipe, on était, je pense, 4 5 avant ma grossesse, on est passé à 9 après. Donc, ouais, les choses se sont vraiment accélérées, en fait, à cause d'un accident de la vie ou d'un truc voilà, qui, sur le coup, était super difficile à surmonter. Mm. Et du coup, ça a aussi forgé en moi cette conviction que un ralentissement, ça peut aussi être une source d'opportunité finalement pour son activité. Parce que ça oblige à remettre voilà, à remettre les choses à plat, à débroussailler. Et puis un peu comme dans la nature, en hiver, bah voilà, les feuilles sont tombées et puis il y a un petit moment voilà, de vide, mais c'est pour mieux repartir. Et moi, je Mm. crois vraiment au fait que bah, nos activités, elles peuvent être cycliques, quoi, parce que ce truc de viser la croissance permanente continue et à 3 chiffres, c'est pas durable, c'est pas souhaitable, c'est pas tenable, en fait. Soit on fait des burn-out, soit, enfin, à un moment, il y a un essoufflement quelque part. Alors que si on est dans cette idée que bah, c'est OK, il y a des moments de faste et puis il y a des moments de, ouais, de famine, on peut appeler ça comme ça. Et plutôt que de mal le vivre, de se dire, bah cool, bah, je vais vivre voilà, sur ce que j'ai mis en place par le passé. Et puis c'est l'occasion de remettre les choses à plat et de redéfinir une nouvelle, d'ouvrir un nouveau chapitre quelque part. Bah, c'est là où ça devient vraiment intéressant et où au final, on n'a pas à envier la croissance permanente d'autres activités. Quand voilà, on a une activité cyclique, elle peut être tout à fait aussi impactante euh, et puis rentable et puis épanouissante. Mm. Puis on est nous-mêmes cycliques en tant qu'être humain, dans une Mhm. journée, dans un mois, dans une année. Je vois, moi, j'observe qu'il y a des cycles de 4 5 ans, 4 ans, je crois, par rapport à mon activité. Et qu'à chaque fois, ben, au bout d'un moment, j'ai besoin de réaligner certains éléments. Et ce que je trouve Mhm. génial dans ton témoignage, c'est que j'ai l'impression que ces réalignements, ou en tout cas ces nouveaux caps que tu as réussi à enclencher, ils n'étaient pas, pour reprendre la métaphore de l'accouchement, mais ils n'étaient pas au forceps. C'est-à-dire que ça faisait un moment que tu avais envie d'écrire ce livre
et ben, tu t'es dit, OK, ça va être l'opportunité d'écrire ce livre à ce moment-là. Et tu t'es pas dit, bon, quel projet je vais essayer de mettre qui va forcément servir à la croissance de mon business tout de suite. Enfin, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment ce bon équilibre entre l'élan que tu avais de projet, et avec évidemment un impact que ça allait avoir, mais pas avec l'objectif impact en premier, en fait. Oui, tout à fait. Non, c'est très vrai. Et ça, je l'observe aussi, parce que j'ai accompagné des entrepreneurs à différentes phases, en fait. Mm. Et notamment pour les entrepreneurs qui vivent déjà de leur activité, mais qui veulent, bah, voilà, justement, qui se disent, bon, bah, maintenant, what's next? What else? Ouais. Bah, justement, c'est aussi voilà, pouvoir prendre de la hauteur, avoir des projets de plus grande envergure et être moins dans l'immédiateté et la course à la rentabilité qui est normale d'avoir quand on démarre et qu'on doit remplir son frigo et payer son loyer. Il n'y a rien de mal à vouloir gagner sa vie dignement en travaillant. Mais c'est juste qu'au bout d'un moment, une fois que ça va, Mm. et ben, c'est important aussi de se défaire des mécanismes qui nous ont, ou des stratégies qui nous ont amenés jusqu'à un certain point pour pouvoir enclencher un nouveau chapitre voilà, du développement de son activité. J'ai l'impression dans dans l'histoire que tu partages et que j'ai entendu aussi par ailleurs, euh, est-ce que tu as vraiment eu des moments où tu as eu des gros downs? Alors, évidemment, il y a eu cette grossesse difficile, mais est-ce qu'il y a des moments où tu as vraiment perdu le sens? Est-ce que tu as des moments où tu as perdu la clarté, la motivation, le plaisir? Est-ce que tu as vécu déjà ça dans ton business ou pas? Oui, avant chaque règle. Ouais, Notamment une fois que j'ai arrêté la pilule pour des raisons écologiques, j'étais pas du tout en projet bébé, mais juste, voilà, je voulais plus prendre d'hormones. Et du ouais, coup, mon cycle féminin, il est devenu assez, il se faisait sentir, quoi. Et avant mes règles, à chaque fois, voilà, j'avais 2, 3 jours où rien n'allait, j'étais nulle, tout ce que je faisais, c'était nul, toutes mes idées, c'était nul. Voilà, c'était, ouais, gros down. Alors, une fois que j'ai compris que c'était juste avant mes règles, bah, du coup, les fois d'après, je me disais, ah tiens, je regarde mon appli, ah oui, effectivement, c'est normal, c'est la période, bon, allez, plaid, Netflix. Mais voilà, pendant les quelques fois où ça me l'a fait avant que je me rende compte que c'était ça, effectivement, t'as l'impression que c'est, ouais, que ça, enfin, tu te rends pas compte que c'est passager, en fait, ce moment de down. Un truc qui m'aidait beaucoup et où quand ça m'arrive à d'autres moments qui sont pas liés à la chute d'hormones, c'est d'avoir un petit dossier. Moi, c'est un dossier sur mon bureau, c'est digital, mais on peut le faire aussi, ça peut être une boîte ou quelque chose, mhm, où on collecte en fait tous les témoignages positifs de personnes, un petit mail de remerciement, un petit mot à la fin d'une préparation de séance. Au fait, merci, ton accompagnement m'aide beaucoup. Ça peut être aussi des témoignages qui sont faits publiquement, tu vois, mais au-delà de ces témoignages de gratitude publique qui souvent arrivent à la fin du travail ensemble avec ses clients, toutes les petites marques de remerciements. Moi, je copie d'écran, copie d'écran, copie d'écran. Et dès que j'ai un mm. petit coup de mou, puis là, je fais, je Ouais, flatte un peu mon tu ego. prends ton bain de fleurs. C'est ça, je prends mon bain de fleurs, exactement. Et en fait, l'idée pour moi à travers ça, c'est de sortir de soi et de, de ses interrogations et de se reconnecter à sa mission, à son pourquoi, aux personnes pour qui on fait cette activité et pour qui ça vaut le coup de persévérer et de trouver des moyens de faire en sorte que ça marche quand effectivement on est dans une impasse parce que ça arrive, ça peut arriver et ça Mm. arrivera encore, quoi. Ok, merci. C'est hyper actionnable comme proposition. Donc ça, ce serait le conseil que tu pourrais donner à un entrepreneur qui vivrait justement cette perte de motivation un peu régulière. Et sur cette logique de cycle, tu vois, je te parlais de moi de mes cycles de 4 ans. Euh, et tu vois, t'es allé vers un pivot, toi. Qu'est-ce qui t'a aidé justement, ou qu'est-ce qui pourrait les aider à peut-être aller vers un pivot? Parce que là, tu parlais plutôt
des remerciements, donc pour pouvoir continuer à persévérer dans son activité à laquelle on est encore aligné. Mais quand on Mhm. observe qu'il y a un désalignement peut-être un peu plus profond, alors on se dit pas: «Stop, non, j'ai un désalignement profond», mais qu'il y a voilà cette perte de motivation qui vient plus souvent, se dire, bah, les en fait, de constater aussi peut-être que, le business marche moins bien. Tu vois? Il y a plein de symptômes comme ça qui parfois nous font comprendre qu'on est en fin de cycle, mais pour autant, on sait pas trop, vers quoi aller. Donc toi, tu as fait ce pivot-là. Est-ce que, Mhm. enfin, qu'est-ce qui t'a aidé à faire ça? Qu'est-ce que tu pourrais, peut-être conseiller à ces personnes-là? Et puis après, tu vas nous raconter ce nouveau projet. Ouais. Effectivement, avant de décider de pivoter, clairement, oui, j'ai eu une période, moi je l'ai appelée ma crise existentielle parce que, Voilà, c'est de ça dont ouais, je parle. je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Pour le coup, moi, mon activité allait bien. Donc, c'était ça en fait qui me déroutait. C'était que, en gros, bah, j'avais plein de clients, j'adorais les personnes avec qui je bossais, j'avais une super équipe. Ce qu'on faisait, alors parfois il y avait des petits hauts, des petits bas, comme bah, partout, mais globalement, franchement, ça se passait bien. On avait, enfin voilà, le chiffre d'affaires annuel, il était super satisfaisant. Moi, je me payais bien. Enfin, vraiment sur le papier, en fait, tout allait bien et quelque part, tous les objectifs que je m'étais fixés en me lançant ou que j'aurais aimé atteindre quand je me suis lancée, et même au-delà, parce qu'en fait, au fur et à mesure, bah, j'ai eu de nouvelles ambitions. Et en fait, bah, j'avais quelque part atteint toutes les ambitions que j'avais. Et c'était, je pense, voilà, ce qui faisait que moi, je me sentais moins animée par l'activité. Encore une fois, pas par le quotidien, les séances avec les clients, les personnes avec qui j'interagissais, voilà. Mais c'était moins créatif parce que bah, fallait déjà faire tourner tout ce qui avait été mis en place. Donc ouais, on était dans un cycle on était un peu en mode, bah, on recycle, on refait, et il y a quelque chose qui est chouette là-dedans parce que du coup, il y a un truc de, bah, on va améliorer, on avait fait une première fois, maintenant on va reprendre, mais on va refaire mieux. Donc voilà, c'est chouette, mais c'est chouette un certain temps en fait. Je pense que c'est ce qui s'est passé pour moi. Et puis, j'ai Mmh. commencé un petit peu à fatiguer du modèle économique avec lequel j'avais démarré mon activité, à savoir donc proposer des accompagnements en individuel. Euh, j'ai essayé de faire évoluer ce modèle en incluant plus de collectifs. Donc, il y avait un peu moins de séances avec moi et il y avait des séances avec soit des intervenants, j'ai parlé de l'énergéticienne tout à l'heure, soit voilà, des séances de co-développement, plus de groupes, etc., qui faisaient partie finalement de l'accompagnement. Euh, voilà, j'avais mis en place des choses, j'avais essayé aussi de transmettre ma méthode à quelqu'un qui puisse me seconder sur certains accompagnements. Mais ça a pas fonctionné pour plein de raisons. Et j'ai pas eu la force en fait de me dire bah tant pis, ça marche pas avec cette personne, je vais reformer quelqu'un d'autre. Mmh. Franchement, j'avais pas le mojo, j'avais pas la force de ça. Et je me sentais un peu à bout de souffle, quoi. Je sentais que en gros, si j'étais malade et que du coup, je devais repositionner tous mes rendez-vous, ça ralentissait tout. Enfin, tu vois, tout était quand même sur mes épaules, malgré l'équipe de 9 personnes, malgré toutes les choses que j'avais mis en place pour que les clients ne soient pas en interaction avec moi. Je restais quand même le nerf de la guerre, je sais pas comment Mmh. dire, La la personne locomotive, source, la on personne dit. source, c'est ça, Mmh. la personne source. Et j'étais un peu ouais, fatiguée de ce modèle-là. Et donc, j'ai décidé de me refaire accompagner, donc de refaire un coaching pour justement euh, prendre de la hauteur et puis envisager voilà, un nouveau modèle. Alors, à la base, je pensais le lancer en parallèle de mon activité et que ça fasse 50-50. En fait, je me disais, bah, mon activité, je l'adore, c'est trop con, ça marche bien, on va pas arrêter là. Mmh. Mais voilà, moi, je m'essouffle, donc je vais développer quelque chose d'autre. Ça me permettra de continuer, mais peut-être à moins grande échelle.
et développer une autre solution en parallèle et de faire bifurquer aussi certains des prospects là-dessus. Ça, c'était la théorie avant. Et puis, Ouais. entre-temps, je suis tombée enceinte et j'ai plus du tout eu le temps, enfin, j'ai pas du tout le temps, en fait, de pouvoir faire deux business en parallèle. Mm. Et du coup, j'ai mis en jachère, en fait, ma première activité pour m'adonner à cette nouvelle initiative. Et au final, je suis très contente d'avoir, je dis mettre en jachère parce que voilà, peut-être que dans 6 mois, dans un an, ça me manquera et j'aurais envie de Mm. lancer des accompagnements tels que je les avais fait les 9 premières années. Mais un tout petit peu avant de reprendre, tu vois, j'avais pris un congé maternité et les semaines d'avant, je me disais, ah non, mais en fait, j'ai trop envie de reprendre. Moi, j'ai trop envie de avoir des clients et tout. Non, je pense que j'étais déjà en train de me dire, ouais, alors attends, je vais juste refaire une page de vente comme ci, je vais faire un mail comme ça, tu vois, non. Et en fait, après 2 jours de reprise, je me dis, non, mais c'est mort, Solène, il n'y a pas le temps, il n'y a pas la Mm. place. Je préfère faire une chose bien que plusieurs choses et de m'essouffler. Surtout que j'allaite à plein temps là en ce moment et que du coup, voilà, mon temps est compté. Et Ouais. c'était ça aussi, tu vois, ce pivot entrepreneurial, c'est de se dire, bah, ma vie de famille, elle prend de la place. Quand je me suis lancée, j'habitais seule, enfin, j'étais pas célibataire, mais tu vois, on n'habitait même pas encore ensemble avec mon conjoint. Depuis, bah, voilà, je suis devenue mère de famille. J'ai 35 ans et plus 26. Voilà, y a plein de choses qui ont changé dans ma vie. Et du coup, si j'avais attendu jusqu'à ce point-là de ma vie pour me lancer dans l'entrepreneuriat, peut-être que j'aurais pas lancé des choses comme je les avais faites à l'époque. Bien sûr. Et voilà. Mais après, c'est super dur hein, de laisser euh, en plan, entre guillemets, quelque chose qui fonctionne. Ça demande beaucoup de... Ouais, j'ai pas envie de me lancer des fleurs, de dire de courage, mais vraiment, j'ai dû mobiliser une force importante pour prendre cette Mm. décision, pour l'assumer, la communiquer et pour encaisser aussi les retours, parce que j'ai eu énormément de retours positifs. Mais j'ai eu aussi 2, 3 personnes qui m'ont dit quoi? Ah, mais non, mais je voulais trop travailler avec toi, comme ça, t'es pas sûre, juste un tout petit accompagnement, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, Ouais. s'il te plaît, s'il te plaît. C'est quoi ton compte en banque? Je t'envoie des sous là maintenant. Et Mm. toi, t'es là, non, Je ne veux pas de tes sous. Et va c'est, vers en fait, machin, va vers truc. Je te jure, il y a plein d'autres gens qui sont très bien, mais moi, ouais. voilà, je me consacre à autre chose. En fait, c'est vraiment, moi, ce que j'appelle, enfin, dans les personnes que j'accompagne, ce que j'appelle le problème de riche. Tu sais, c'est ces personnes qui ont fait grandir leur business et tout roule et ils sont arrivés là où ils avaient envie d'aller, même plus loin, etc. Mais en fait, ben, l'aspect créativité qui est essentiel pour des entrepreneurs, et ben le fait de débuter quelque chose de zéro, etc., de l'amener d'un point A à un point B, et ben en fait, quand ça y est plus, ça y est plus, tu vois. Et Mhm, ce qui est intéressant, c'est que tu dis que toi, c'est aussi la vie familiale, donc ton environnement qui était aujourd'hui différent d'il y a 10 ans, en gros, qui a fait que tu as pu avoir aussi ce courage de faire ces choix-là. Mais c'est vrai que pour des personnes qui ont un environnement qui est finalement pas si, euh, qui nécessite pas autant de, du de courage, réajustement. Mhm, voilà, de réajustement, et ben ce fait de suivre finalement son élan intérieur, et ben c'est difficile parce qu'en fait on a le mhm, cerveau qui dit oui mais regarde là je suis encore en train d'apprendre des choses, puis je vais pouvoir revendre et puis ceci et puis cela. Et c'est vrai que c'est vraiment un curseur juste à placer mhm. pour chacun et la réponse est vraiment différente en fonction de chacun, mais c'est vrai que ce problème de riche à adresser, c'est pas simple, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, j'avais les mêmes mots que toi, tu vois, j'appelais ça ma crise existentielle, le problème de riche, tout va bien, mais moi ça va pas. Et c'est Et pas, en et du coup, mais pourquoi? Et etc. Ouais, Et en ouais, plus, les ouais. gens, ils te comprennent pas. Ils sont là, Ouais, bah ouais, attends, tu tout à rigoles ou fait. quoi? Non, mais c'est bon. Et puis, du coup, tu peux pas trop en parler parce qu'il y en a qui galèrent. Mhm, Et puis toi, non, en fait. Mais c'est parce que tu choisis de faire différemment, quoi. mhm. Euh, Ouais, 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 tout à fait. voilà. Alors, dis-nous-en un peu plus sur ta nouvelle activité d'accompagnement des entrepreneuses dans leur maternité. Pourquoi tu as fait ce choix? Donc, tu nous as dit un peu plus, voilà, le Mhm. courage et puis ton environnement, etc. Et pourquoi pleinement ce projet-là?
Dis-le tout. Ouais. Alors la décision, elle s'est prise en plusieurs étapes. La première étape, c'était le modèle économique, parce que moi, j'avais identifié que c'était vraiment la seule chose en fait qui me pesait dans mon activité, c'était ça. Et donc, j'ai réfléchi à voilà, quel serait un mode de fonctionnement qui serait plus écologique pour moi, de façon à ce que je puisse voilà, continuer à avoir un impact, voire un impact encore plus grand. Et j'ai réfléchi à plein de choses différentes. Et le modèle que j'ai choisi, ça va être de créer un cours en ligne. J'ai toujours aimé transmettre. C'est quelque chose que je faisais en fait déjà dans mes accompagnements individuels. Il y avait des vidéos, il y avait des supports. Et je sais que c'est quelque chose dans lequel je vais m'épanouir dans cette phase de création et d'amélioration. Mais aussi, ça permet de toucher beaucoup plus de monde. Et quelque part, voilà, j'avais atteint un peu un plafond de verre avec mon activité en individuel où j'accompagnais une trentaine de projets par an, max. Depuis que je suis à plein régime, j'avais embauché, fait en sorte d'eux, mais au bout d'un moment, en fait, de toute façon, il y a une limite, quoi. Ce qu'on commençait, par exemple, tu vois, un truc qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est plusieurs fois, on a confondu des clientes, hein, moi et ou des membres d'équipe, soit des Mm. personnes qui avaient des mêmes prénoms, soit même quelqu'un qui avait juste un peu une aura similaire à une autre. Et en fait, quand tu Mm. commences à confondre les gens, déjà, eux, ils sont là, ouais, enfin, je paye un service individuel premium plus plus, j'ai pas trop envie qu'on me confonde, quoi, et ce qui est tout à fait normal et légitime. Mais voilà, ça a été, tu vois, un truc de, là, en fait, on arrive vraiment à notre plafond, on va pas pouvoir multiplier plus que ça. Et donc, voilà, nouveau modèle économique, le cours en ligne, où là, clairement, tu peux avoir 10, 100, 1000 personnes. Oui, il y a plus de travail, mais il y a un peu le support client, etc., des choses à mettre en place, mais tu n'as plus ce plafond de verre. Et ça, du coup, ça a aussi, tu vois, comment, fait redémarrer ma motivation. C'est un nouveau challenge, en fait, moi qui étais arrivée là où je pouvais arriver. Du coup, voilà, là, ça ouvre de nouvelles perspectives. Par contre, je me suis dit, je ne veux pas juste recycler ce que je faisais déjà et le transformer en cours en ligne, parce que quand on est habitué à de l'individuel et du coup, on fait voilà, du sur-mesure, même s'il y a Mm. des choses qui sont partagées entre les clients, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'intuitif, en fait, dans la façon d'accompagner. Et moi, je ne peux pas juste retranscrire ça dans une vidéo, quoi. Et puis, on abordait tellement de sujets dans mes accompagnements. Il y avait des accompagnements qui duraient un an. En un an, le travail avec quelqu'un, tu vas loin, tu vois. Et en fait, je trouvais que c'était pas éthique pour moi de me dire, je vais recycler ce que j'ai déjà. En plus, j'avais pas envie d'être dans le mode recyclage. Mais je vais continuer, mais juste, je change le modèle économique. Et puis, en gros, je vends la même chose, mais moins bien parce que l'accompagnement baisse en qualité, hein, clairement, quand c'est un cours en Mm. ligne. Si on aborde autant de sujets que ce que Et j'abordais moi. oui, les sujets Ouais, mindset, les ouais, sujets, tu vois, on ouais. parlait de confiance en soi, on parlait de Mhm. problématiques à l'argent, c'est pas des choses. Enfin, tu peux donner du contenu, mais quand on fait la distinction entre ce que tu fais et ce que tu intègres, en fait, tu Ouais. l'intègres quand tu le vis dans Mhm. des séances avec des gens en C'est one-to-one. ça. Ouais, Effectivement. ouais, ouais. Et donc, il me fallait un sujet qui soit beaucoup plus restreint que ce à quoi j'accompagnais moi à l'époque. Et où je puisse être exhaustive et qui puisse vraiment être utile et que moi, je me sente éthiquement alignée avec le fait de proposer cette solution à un problème. Je ne savais pas encore quel serait le problème et quelle serait voilà, du coup la solution, mais je savais qu'il fallait que je change de sujet en gros. Mm. On a parlé du féminisme au tout début de notre interview, donc j'avais ça en tête. Et il y avait en fait une idée qui m'était venue il y a quelques années de créer un cowork crèche à Istanbul. Rien à voir, hein, mais c'est une des pièces de puzzle qui m'a permis voilà, de mettre sur pied mon activité. Donc un cowork crèche, c'est un lieu d'accueil à la fois pour les bébés et coworking. Parce que j'habite dans un pays et une ville en particulier à Istanbul où c'est très compliqué de faire garder son enfant. Il n'y a pas de crèche en fait. J'avais vu ce concept en France, il y en a aussi en Amérique du Nord, et en Allemagne, enfin il y a quelques pays où se développe ce genre de lieu hybride. Et du coup, je me suis dit, mais ce serait génial qu'il y ait ça à Istanbul, quoi. Et donc j'ai mené mon enquête et je suis allée assez loin hein,
sur le projet. Alors, ça demandait de lever quand même un peu de fonds, ne serait-ce que pour tu vois, financer le lieu et tout, mais j'étais Bien prête sûr. voilà, à relever ce défi-là. Mais j'ai eu des barrières administratives et un peu financières aussi qui ont fait que, en fait, si ça n'existe pas, les crèches ici, c'est que, en fait, administrativement parlant, c'est pas possible. Donc, enfin, au moins de le faire dans l'illégalité, mais c'est un peu compliqué quand tu accueilles des enfants d'être en mode illégal, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, bref, enfin, il y avait ce truc sur lequel j'avais travaillé et voilà, qui me plaisait beaucoup. Et je me disais, en fait, ouais, permettre aux femmes qui deviennent mamans de pouvoir bah, continuer à avoir une activité professionnelle, ça, c'est un enjeu qui me touche beaucoup, sachant que quand on s'intéresse d'un peu plus près pardon, aux enjeux de différence hommes-femmes, financières et autres, en fait, le point de rupture le plus important et ce qui explique le plus cet écart qui persiste même en 2023, c'est l'entrée dans la parentalité. Parce que c'est le moment où les femmes vont réduire leur activité, vont réduire leur ambition professionnelle, alors que les hommes non. Et donc, il y a vraiment un truc qui se joue en fait à ce moment-là. Et puis, moi qui avais été enceinte, je le racontais tout à l'heure, j'ai dû organiser mon activité voilà, pour bah, prendre un congé, savoir quoi dire, quoi faire de mes clients, est-ce que je continue à la com ou pas. Enfin, je m'étais posé un milliard de questions et j'avais cherché de l'aide sur Internet. Et franchement, à part des données administratives, il y avait vraiment, enfin, moi en tout cas, j'ai rien trouvé, quoi. Il y avait Mm. un livre en anglais paru en 2015, mais qui ne m'avait pas trop parlé. C'est tout, c'était un peu le néant. Et donc là, à l'aube de ma deuxième grossesse, justement, où c'était aussi l'occasion pour moi de me reposer plein de questions, je me suis dit, mais en fait, ouais, là, il y a quelque chose à faire. Excuse-moi, j'ai la voix qui part. Vas-y, bois un coup, tranquille. Je me resserre un peu. Donc voilà, je ne sais pas si tu as, si t'as des questions ou si ça répond à ta question. Non, c'est très clair. Euh, est-ce que, ouais, j'allais te demander, est-ce que tu avais eu déjà des idées, cette crèche, etc. Est-ce que tu t'es dit, bon, est-ce que ce projet, il est vraiment super aligné? A priori, en termes de business model, euh, c'est OK. Enfin, la case est cochée. En termes de scale aussi de ton activité, la case est cochée. Par rapport à tes valeurs durables, féminisme, etc., la case est cochée. Est-ce qu'il y a des endroits où tu t'es dit, ah, est-ce que c'est vraiment aligné? Est-ce que ça me demande voilà, de renoncer à certaines choses à part le business que je laisse derrière moi? Tu vois, est-ce qu'il y a eu d'autres éléments comme ça et comment tu as réussi à t'engager pleinement là-dedans? Non, je crois pas qu'il y ait eu grand-chose. Au contraire, en fait, je me disais, ah, bah du coup, tu vois, tout, parce qu'en fait, au final, j'ai eu pas mal de clientes aussi, maman. Et puis, j'en ai eu qui étaient enceintes ou qui sont tombées enceintes pendant les accompagnements ou qui étaient en postpartum, tu vois. Hmm. Et du coup, ça a vachement, enfin, ouais, ça a réallumé la flamme de la créativité, de se dire, ah, mais en fait, quand je faisais faire tel exercice à mes clients, mais ça, en fait, il faudrait trop le faire au premier trimestre. Hmm. Ah oui, en fait, ouais, tout de suite, je suis passée en mode un peu comme, je dirais pas une fulgurance de les télécharger, machin, mais un peu comme ça quand même, tu vois, un truc d'une évidence. Et toutes les questions, elles trouvaient leur réponse très vite. Enfin, il y avait ouais, une forme d'évidence. Alors, il y a des petits trucs sur lesquels je me suis un peu, pas pris la tête, mais je me suis quand même posé la question. Je n'ai pas juste claqué les doigts et toutes les réponses sont apparues. Mais quand même, il y a eu ce truc j'ai eu ce sentiment voilà, de un peu crise existentielle, gros nuage noir dans la tête, de se dire, ah là là, mais en fait, un peu de marasme, ce truc. Et une fois que j'ai trouvé cette idée-là, tout d'un coup, le ciel s'est éclairci et tout est devenu hyper fluide. Voilà, quand j'ai commencé à en parler, parce que j'ai fait une petite enquête terrain quand même pour pas me lancer juste en mode Bonne entrepreneuse. voilà, c'est ça. Bah, tout de suite, les retours ont été hyper enthousiastes, voilà, enthousiasmants. Et puis, je me suis vraiment dit qu'il y avait ouais, un créneau à prendre. Enfin, c'est pas un créneau à prendre, mais qu'il y avait un gap
fill a gap. Désolée, j'ai Ouais, l'expression à en anglais. combler, bien À sûr. combler, voilà, un gap à Ouais. combler, un truc à faire en tout cas. Mm. Et qu'il y avait vraiment un besoin. Et là, je suis au tout début du lancement parce qu'avant de proposer ma solution et mon cours en ligne, j'ai décidé de lancer un podcast aussi pour libérer un peu la parole et puis pour avoir plein d'exemples de plein de modèles économiques différents, de plein de niveaux d'avancement d'entrepreneuses différents, de plein de, voilà, de types d'entrepreneuses, de métiers différents aussi. Et là, les retours des premiers épisodes de podcast sont juste dithyrambiques. Enfin, donc, je suis super contente. Après, j'aurais aimé avoir ce genre de retour quand j'ai lancé ma première activité, tu sais, où j'étais en mode, genre, j'espère que ça va plaire. Ah bah attends, je comprends pas, y a personne qui te commente là. Je parle Mm. dans le vide. Donc, voilà, là, j'ai la chance de lancer avec une communauté déjà existante, avec un réseau Mm. déjà existant. Et franchement, ouais, j'ai des super retours. C'est hyper encourageant et du coup, je regarde plus en arrière, quoi. C'est vrai que parfois on a peur de changer d'activité et j'ai écouté, enfin j'ai vu d'ailleurs en conférence une femme qui s'appelle Caroline Mignot qui travaille sur, enfin, entre autres sur le sujet des réseaux sociaux, qui a une énorme communauté et tout. Et elle disait, mais quand tu te constitues une base d'abonnés, d'une communauté qui te suit, qui est engagée, en fait, tu peux passer de la vente de, je sais pas moi, de sites internet à la vente de maillots de bain. Mais tu as quand même des gens qui vont te suivre et toute cette communauté que tu construis, eh ben, elle, c'est pas pour rien, même si tu pivotes de façon radicale sur ton activité. Ouais. Et toi, évidemment, c'est pas un pivot radical, mais ce que tu dis, ça a beaucoup de sens, quoi. C'est Ouais. ça, c'est pas radical parce que je continue à apporter des stratégies à des entrepreneurs, ce que je faisais déjà, mais sous une autre forme et sur un autre sujet avant. Pour autant, je suis très d'accord avec ce qu'elle dit. Surtout, tu vois, moi j'avais cette peur de me dire, oh là, que vont en penser mes clients? Déjà, il fallait que vont en penser mon équipe, parce que du coup, j'ai viré tout le monde. Que Ok, vont en non, mais penser c'est génial de le dire. Ouais. Enfin, que vont pas de le penser faire, mes mais de le dire. clients ou mes anciennes clientes? Est-ce qu'elles vont se dire ah, mais en fait, elle n'était pas vraiment alignée avec ce qu'elle faisait, alors qu'elle m'a aidé, alors qu'elle vendait le fait de s'aligner? Enfin, tu vois, il y avait ce truc, cette espèce de, comment, de loyauté envers les personnes qui avaient connu Creators for Good. Et au final, encore une fois, à part deux, trois personnes qui étaient en mode panique, genre quoi, la plupart ont été hyper enthousiastes. Et surtout, j'ai plein de gens qui m'ont dit bah, c'est super que tu fasses ça parce que du coup, ça me donne telle idée, on pourrait faire ça ensemble. En fait, tu vois, ça a transformé des choses. Des personnes avec qui j'étais un peu allée au bout de la relation dans mon ancien positionnement. Là, ça réactive en fait des idées et des potentielles collaborations et ça, voilà, ça ouvre de nouvelles perspectives aussi pour toutes ces relations que j'avais tissées et que j'avais un petit peu peur qu'elles se détissent. Hmm. Donc, euh, donc voilà, je trouve ça intéressant comme partage d'expérience à donner à ton audience, de se dire que bah, c'est pas parce qu'on change, oui, il y aura des déçus. D'ailleurs, même si je regarde les chiffres, bah, ma newsletter, j'ai pas mal de désinscriptions, mes réseaux sociaux aussi, tu vois, j'ai eu pas mal de personnes qui se disent, bon, bah, bon, clairement, ça m'intéresse pas du tout, ça Hmm. m'intéressera jamais, donc ciao. Euh, et c'est OK, tu vois, ça, voilà, on écrème, on fait des petites coupes comme pour les arbres pour qu'ils repoussent mieux après, Au il n'y a pas de printemps. souci avec ça, c'est ça. Mais voilà, il y a des choses, justement, des branches qui étaient un peu mortes et qui tout d'un coup, là, tchouc, tu vois, se retrouvent vivifiées Ouais. par ce nouvel élan que je donne à ma vie professionnelle. Ah, c'est trop inspirant. Comment on peut t'aider dans ton nouveau projet? Ce sera presque ma dernière question. Alors, comment on peut m'aider? Donc, il y a ce podcast Grossesse d'entrepreneuse dans lequel j'interviewe des femmes qui étaient déjà entrepreneuses au moment où elles sont devenues mamans et qui ont du coup dû se poser le milliard de questions de bah, comment je fais pour prendre un congé, combien de temps, comment je l'annonce, qu'est-ce que je mets en place pour que mon business continue de tourner ou pas, la reprise, etc. Donc, si vous avez vécu ça et que vous avez une histoire inspirante à partager, bah, faites-moi signe. Donc, mon site internet, c'est grossesse d'entrepreneuse au pluriel tout attaché.fr. Dans la rubrique contact, en fait, vous pouvez m'envoyer votre histoire et puis voilà, moi je vous recontacterai pour éventuellement enregistrer un épisode de podcast ensemble.
Et puis, si vous connaissez des femmes entrepreneuses dans votre entourage qui sont enceintes, qui se posent la question du bébé, mais qui se disent, oh là là, mon activité, j'ai trop peur de ce que ça va, voilà, de ce que ça va engendrer. Et ben, envoyez-leur, pareil, le site internet, enfin, dirigez-les, pardon, vers moi. J'ai notamment créé un guide que je partage gratuitement avec différentes stratégies qu'on peut mettre en place pour faire en sorte que le moment de la grossesse soit pas un moment de trou financier pour son activité, parce qu'encore une fois, voilà, ça me tient à cœur que les jeunes mamans ne décrochent pas financièrement pendant leur entrée dans la parentalité. Euh, et oui, il existe des aides de congé maternité, enfin, voilà, en fonction du pays où on est enregistré, on peut avoir des, une compensation de la sécurité sociale. Mais en général, enfin, en fait, ça a été copié-collé sur le droit des salariés. Donc, c'est fait pour Mm. remplacer son salaire, mais c'est pas du tout fait pour remplacer le manque de chiffre d'affaires global de l'activité. Puis souvent, on a des charges qui continuent. Enfin, son site Internet, il va continuer d'être hébergé sur Internet même quand nous, on s'arrête. Nos abonnements divers et variés. Enfin, voilà, les frais continuent. Donc, nous, certes, on peut, dans certains cas, être un petit peu compensé. Mais l'activité en tant que telle, c'est important de pouvoir mettre en place des choses pour qu'elle puisse continuer voilà, à vivre, même à bien vivre pendant la grossesse. Et c'est possible et il y a des stratégies qui existent et je les partage dans ce guide qui se télécharge gratuitement donc, sur le site internet. Trop bien. Donc, et puis c'est vrai qu'il y a pendant la grossesse, pendant le congé mat, mais il y a aussi après, parce qu'en vrai, on est le moteur de notre business et quand l'énergie et l'état d'esprit sont pas encore là, il y a besoin d'un temps parfois pour se relancer. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Donc c'est trop bien de pouvoir savoir, anticiper et s'engager dans tout ça avec sérénité. Ouais. Moi, j'ai déjà parlé de toi ce week-end. J'avais un séminaire entrepreneurial. J'ai dit, ah, mais contactez Solène, voilà. Trop Et donc, bien. je vous propose à tous de faire pareil. Est-ce que tu as un truc à ajouter, Solène, pour terminer cet échange que j'ai adoré mener avec toi? Quelque chose à rajouter? Écoute, non, je pense qu'on a balayé plein de sujets différents. Et puis, bah, j'espère voilà, que ça vous aura intéressé, inspiré. Puis peut-être juste proposer si ça, voilà, s'il y a des questions qui, du coup, émanent de notre discussion, vous pouvez les mettre en commentaire. Tu me feras signe si jamais il y en Bien a sûr, auxquelles tu souhaites que pour je que tu réponde. viennes. Ouais, Ouais, bien ouais, sûr. moi, enfin voilà, je suis vraiment ouverte au fait de pouvoir partager un peu plus et continuer la discussion, on va dire, voilà, après le visionnage de cette interview, donc n'hésitez pas. Génial. Un grand merci, Solène. On continue à être connectés et puis à continuer notre chemin un petit peu ensemble. Et puis à très bientôt et beaucoup de succès pour Grossesse d'entrepreneuse. Bravo. Merci. Salut! Bye bye. Ciao.